Bon, je vous propose de commencer. Bonjour à tous de nouveau. Donc, je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence sur la facturation électronique. Nous allons commencer tout d'abord par présenter succinctement PKF Arcilon, qui nous sommes. Alors, PKF Arcilon a été créé il y a un peu plus de 5 ans et ce cabinet donc, émane d'un cabinet international qui était PwC. À ce jour, nous sommes environ 1000 collaborateurs et 70 associés répartis sur le territoire français et nous sommes présents dans dans un peu plus de 30 bureaux. Donc 30 bureaux, c'est sur le territoire national et là, dans le Grand Ouest, qui est associé de la région que nous représentons aujourd'hui, nous avons donc 4 bureaux, Rennes, Quimper, l'Esconil et Nantes, et nous sommes 95 collaborateurs pour ces 4 bureaux. Nous sommes affiliés à un réseau international qui est le réseau PKF International. Nous pratiquons l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, la paye, le juridique, qui sont nos métiers structurants d'origine. Et depuis quelques années maintenant, nous avons diversifié nos offres, notamment sur la consolidation que je représente, et des offres de conseil que sont la transaction, le restructuring, la RSE, l'évaluation, la stratégie, et bien entendu la facturation électronique qui est le sujet de notre webconférence de ce matin. Alors, je vais passer sur le slide d'après pour présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc, il y a Frédéric Dupé, qui est associé expert comptable commissaire aux comptes à Nantes. Renaud Minot, qui l'accompagne et qui est directeur aussi à Nantes, diplômé aussi. Christelle Treut, associé expert comptable et commissaire aux comptes basé à Quimper. Charles Raison, qui lui est basé à Cognac, expert comptable et qui est notre référent national sur la facturation électronique. Et donc moi-même, Claire Quillet, je suis associée expert comptable basé à Rennes et moi plus spécifiquement chargée de la consolidation. Voilà, alors la webconférence aujourd'hui donc est enregistrée. On vous enverra à l'issue de cette webconférence le lien pour le replay et le support. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les transcrire sur le chat dans la conversation. On y répondra à chaque fin de partie. Et si jamais on ne peut pas y répondre, on s'engage à vous répondre par la suite, puisque si vous nous laissez vos coordonnées, on pourra vous recontacter. Voilà le sommaire. Donc on commence par l'introduction et le contexte de la facturation électronique, la réforme, le e-invoicing et le e-reporting et le cycle de vie, écosystème, synthèse et levier d'optimisation, et ensuite les opportunités liées à la digitalisation des process qui sont les conséquences de la mise en place de la facturation électronique, avec les présentations de cas d'usage et comment votre expert comptable peut vous accompagner. Voilà, je vous souhaite une belle webconférence. Je passe la parole Oui, c'est moi. à Bonjour à Frédéric. tous. Donc, je prends la suite pour vous présenter le contexte de cette réforme de la facturation électronique qui s'inscrit dans une réforme plus globale au niveau européen. En fait, ça fait partie du projet VIDA qui permet de réguler et d'automatiser en fait les flux de facturation électronique dans les États membres. Et ça, c'est une réforme qui doit s'étaler jusqu'en 2030. Les premiers à avoir en fait à être passés sur cette facturation électronique, c'est l'Italie. Et nous sommes donc positionnés pour passer dans un second temps. Alors, pourquoi cette réforme au niveau européen? Comme vous le voyez, l'objectif principal, c'est quand même de lutter contre la fraude à la TVA, qui représente en 2021 61 milliards d'euros de fraude au niveau européen, sachant que la France est dans le top 3, malheureusement, au niveau des pays concernés par cette fraude. Nous représentons 10 milliards d'euros de fraude, l'Italie 14 milliards et la Roumanie 9 milliards. Donc vous voyez, on est malheureusement mal positionné. Ce qu'il faut savoir, l'Italie qui est passée en facturation électronique en 2019, cette fraude à TVA représentait 45 milliards d'euros. Vous voyez quand même, il y a eu quand même un effet, un impact assez important concernant cette réforme. Alors, les origines de la réforme et les objectifs. Donc, cette réforme, au niveau français, elle a été confirmée dans l'article 26 de la loi de finances rectificative 2022 et présente quatre objectifs principaux. Alors, il y a deux objectifs qui sont plutôt positionnés au niveau de l'entreprise et deux autres qui sont plutôt positionnés au niveau
de l'administration fiscale. Au niveau de l'administration fiscale, l'objectif premier, comme on a vu tout à l'heure, c'est de lutter contre la fraude à la TVA et de mieux détecter cette fraude en ayant aussi des déclarations de TVA plus automatisées qui soient pré-remplies au système de facturation électronique. Au niveau de l'entreprise, le passage à la facturation électronique doit permettre de renforcer la compétitivité de vos entreprises. C'est le calcul qui a été fait en tout cas par l'administration fiscale qui considère que le coût de traitement d'une facture électronique est beaucoup moins élevé que le coût de traitement d'une facture papier. Donc ça, le temps nous le dira, mais en tout cas, c'est un des premiers critères mis en avant. Le deuxième critère, c'est d'avoir une connaissance plus fine de votre activité en temps réel, parce que comme les flux vont remonter tous les mois, hein, vous aurez, même tous les jours, vous aurez quand même une connaissance plus spécifique et plus précise de vos achats et de vos ventes. Alors, le calendrier de mise en œuvre de cette réforme, donc, comme vous le savez, cette réforme, elle devait avoir lieu et devait rentrer en fonction un peu plus tôt. Finalement, le calendrier a été décalé et toutes les entreprises vont être plutôt concernées à partir du 1er septembre 2026. Donc, il y a deux dates à retenir, 1er septembre 26, 1er septembre 27. 1er septembre 26, pour toutes les entreprises, c'est l'obligation d'être accordé avec une plateforme agréée pour pouvoir réceptionner en fait les factures électroniques. Donc ça concerne tout le monde, qu'on soit une grande entreprise, une ETI, une TPE, une micro-entreprise. Cette obligation de réception, elle est à prévoir dès 1er septembre 2026. Après, ce qui diffère entre les grandes entreprises ETI et les autres entreprises, c'est plutôt la partie émission de factures. Donc, comme vous pouvez le constater, cette partie émission, elle commence dès le 1er septembre 26 pour les grandes entreprises et les ETI. Et pour les PME, le démarrage est prévu au 1er septembre 2027. Alors, on vous a mis sur le côté de la slide le rappel des seuils, hein, surtout par rapport aux PME, hein. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est 50 millions d'euros et au niveau du total bilan, c'est 43 millions d'euros. Donc vigilance, hein, si vous dépassez à la fois le seuil en chiffre d'affaires et en total bilan, vous êtes considéré comme une ETI et dans ces cas-là, vous devriez avoir une émission des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Alors, qui est concerné par cette réforme? De manière globale, il faut avoir à l'esprit que toutes les entreprises en France, à partir du moment où elles sont assujetties à la TVA, sont concernées par cette réforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être assujetti à la TVA? Je reprends la définition. Être assujetti à la TVA, c'est effectuer une activité économique, commerciale, prestation de services, agricole, libérale, de manière indépendante, quelle que soit votre forme juridique. Donc sont concernés à la fois les SAS, les SA, les SARL, les entreprises individuelles, les micro-entreprises, les SCI, les loueurs en meublé non professionnels. Toutes ces entreprises sont considérées comme des entreprises assujetties à la TVA. Après, une fois qu'on est concerné par cette réforme, il faut regarder si on est redevable ou non de la TVA. Donc à partir du moment où vous faites des déclarations de TVA tous les mois, vous êtes redevable de la TVA, vous êtes dans l'obligation à la fois de réceptionner, mais également d'émettre des factures électroniques, et en particulier lorsque vous émettez des factures vis-à-vis de clients qui sont également assujettis à la TVA. Après, ce qu'il faut regarder, c'est le non redevable. Donc, quand vous êtes considéré comme non redevable, vous êtes assujetti, mais vous exercez une activité qui est hors du champ de la TVA. Donc, on vous a mis toutes les opérations concernées, hein, domaine de la santé, la formation, domaine immobilier, bancaire, assurance. Donc, tous ces domaines sont exclus du champ de la TVA. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Par contre, vous restez dans l'obligation de recevoir. Toutes les opérations d'exportation, livraison intracommunautaire sont également exclues du champ de la TVA. Et après, il y a deux cas particuliers qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ça concerne en fait les entreprises qui sont en franchise en base de TVA. C'est-à-dire que vous êtes assujetti à la TVA, mais vous n'atteignez pas un certain chiffre d'affaires qui fait que automatiquement, vous ne faites pas de déclaration de TVA. L'exemple principal, ça peut être les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, pardon,
qui n'atteignent pas un certain niveau de chiffre d'affaires. Et dans ces cas-là, ils ne sont pas soumis à la TVA, mais ils ont quand même l'obligation de faire des factures. Et donc, pour ce cas particulier, il y aura bien une obligation d'émettre des factures électroniques si l'auto-entrepreneur travaille avec des clients qui sont eux-mêmes assujettis. Et le dernier cas concerne les redevables partiels. Donc là, ce sont des personnes qui réalisent à la fois des opérations imposables à la TVA et des opérations exonérées. On peut prendre par exemple le cas d'associations. Euh, une association peut avoir différents secteurs, un secteur lucratif, un secteur non lucratif. Le secteur lucratif va être soumis à TVA et dans ces cas-là rentre dans le champ de la facturation électronique. Si jamais vous avez besoin de connaître la position de votre entreprise par rapport à l'application de cette réforme, le gouvernement a mis en place un annuaire de la facturation électronique où vous pouvez, vous aurez le lien dans le support, où vous pouvez, en indiquant le numéro SIRET de votre entreprise, retrouver des informations par rapport au fait que vous soyez ou pas concerné par cette réforme de la facturation électronique. Qui n'est pas concerné par cette réforme? Au final, très peu d'entreprises ne sont pas concernées par cette réforme. Bon, les particuliers sans activité économique, bien évidemment, ne sont pas concernés. Les associations à but non lucratif qui ont une gestion désintéressée également ne sont pas concernées par cette réforme. Lorsque vous faites vous êtes une entreprise non établie en France, vous n'êtes pas dans le champ de la facturation électronique. Si vous avez une SCI qui n'a pas d'activité, qui n'a pas d'immeuble, qui ne loue rien, dans ces cas-là, elle est hors champ du champ d'application de la facturation électronique. Et c'est la même chose pour les holdings. Une holding qui est purement financière, qui ne fait pas de prestation de service, est hors champ d'application de la facturation électronique. Merci Frédéric, bonjour à tous. Je voudrais juste apporter une petite précision, hein. Donc effectivement, comme l'a dit Frédéric, il faut absolument bien consulter l'annuaire avec votre numéro sirène pour bien être sûr que vous êtes concerné ou non, parce qu'effectivement, même dans les non assujettis normalement de base, potentiellement certaines holdings pures ou certaines SCI qui dans le passé avaient une activité, eh bien sont référencées dans l'annuaire. Et si on est référencé dans l'annuaire, on est dans l'obligation de choisir une plateforme agréée en réalité. Voilà. On a une question. Est-ce que cela veut dire que même lorsqu'on n'est pas concerné, en tant qu'association à but non lucratif, on doit quand même se doter d'un logiciel agréé pour recevoir les factures? Alors, en réalité, tout va dépendre si eh bien, l'association a une activité lucrative ou pas. Donc, en fait, ça va dépendre de critères un peu spécifiques qui sont déterminés et dans la foire aux questions de l'administration fiscale. Et en réalité, pour que vous ne soyez vraiment pas concerné du tout par la réforme de la facturation électronique et que vous continuiez à agir comme vous le faites actuellement, il faut respecter plusieurs critères. Donc, le premier, c'est effectivement de ne pas avoir d'activité lucrative ou alors d'avoir un chiffre d'affaires soumis à TVA inférieur au seuil déterminé par la loi qui est autour de avoir une gestion donc désintéressée, être une association de loi de 1901. Et si on remplit ces critères-là, normalement, nous ne sommes pas concernés par la réforme. Mais là encore, le juge de paix, ça va être l'annuaire des entreprises. Et si vous êtes dans l'annuaire des entreprises, ça veut dire qu'il va falloir effectivement vous identifier sur l'annuaire des entreprises et donc choisir une plateforme agréée pour récupérer vos factures. Mais si vous n'êtes pas dans l'annuaire et que vous répondez aux trois conditions que je viens d'évoquer juste avant, vous n'êtes pas concerné directement par la réforme et du coup, les entreprises vont avoir l'obligation de vous faire des factures comme vous le faites actuellement, c'est-à-dire des facturations papier. Et d'ailleurs, du coup, vous continuerez à recevoir vos factures papier par mail, en PDF. Enfin, voilà. Pas de changement, du coup, si vraiment vous êtes non concerné par la réforme, mais pas d'obligation de souscrire un logiciel. Mais attention à bien vérifier que le numéro sirène ne fait pas partie de la base d'annuaire de l'administration fiscale dans le lien que l'on vous a montré juste avant. Merci. Alors là, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le cadre de la réforme et surtout définir ce qu'est la réforme de la facture électronique. Donc, en fait, comme vous voyez sur le slide, la réforme se décompose en deux parties. La première, c'est le invoicing qui va concerner les opérations B2B domestiques ou B2G, opérations entre deux assujettis. Donc, les assujettis à la TVA vont en effet, comme vous le savez, avoir l'obligation d'émettre, de transmettre et de réceptionner des factures électroniques. Ces factures électroniques contenant un socle minimum de données structurées et standardisées.
C'est-à-dire que chacun devra émettre une facture électronique qui aura la même structure et la même organisation que n'importe quelle autre entreprise. Donc là, l'idée, c'est vraiment de standardiser tous les flux pour ensuite essayer d'automatiser un maximum d'informations et de données, notamment, bien sûr, pour qu'on puisse récupérer les données de TVA si on se place, par exemple, du point de vue de l'administration fiscale. Donc ça, c'est le invoicing, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le flux e-reporting, c'est-à-dire toutes les relations qui sont entre un assujetti et un particulier, ou un assujetti établi en France et un autre assujetti établi dans un autre pays tiers, qu'il soit dans l'Union européenne ou autre. Donc là, on sera dans les opérations qu'on appelle e-reporting. En effet, en fait, on voit bien un particulier, nous par exemple, on n'a pas besoin d'avoir une facture électronique telle qu'on va la voir tout à l'heure, mais juste besoin d'avoir un document papier ou un document PDF pour faire valoir sa garantie si besoin. Donc, je propose que l'on passe à la suite, Claire. Voilà. Donc, en réalité, une facture électronique ou une invoicing, comme on peut le dire, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, ce que vous voyez sur le slide. Donc, c'est tout un tas de champs de données normés, structurés, standardisés, qui sera commun à toutes les factures électroniques. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment lisible pour nous. Donc, la facture... oui, c'est ça, pardon. Donc, en fait, dans le cadre de la réforme, en réalité, il y a 3 formats spécifiques. Il y a le format UBL, le format C2I ou le format FactureX qui vous est présenté sur le slide que vous voyez à l'écran. Donc, les 2 premiers formats, UBL, C2I, c'est des formats qui sont totalement illisibles à l'œil nu, tels qu'on l'a vu dans la slide précédente. Donc, et à contrario, le format X, qui lui propose 2 typologies. D'abord, la première qui répond bien sûr aux standards prévus par les autres formats, qui sont du coup du format HTML avec tout un tas de lignes, de code, etc. Et l'autre, qui est présenté à droite de l'écran, à droite de la slide, c'est en réalité, c'est ça, c'est une facture telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui est visible à l'œil nu. Donc ce standard de facture, c'est le format qui sera le plus plébiscité par les différents éditeurs et qu'on retrouvera probablement le plus sur le marché. Donc, petite précision, dans le cadre de cette réforme, les plateformes agréées devront obligatoirement mettre à disposition une facture qui soit lisible, quel que soit le format, que ce soit du FactureX ou autre. On va passer à la slide suivante, Claire, s'il te plaît. Donc, attention, une petite attention quand même, une facture envoyée par mail n'est pas une facture électronique. C'est quoi une facture électronique? C'est une facture créée, émise, reçue et archivée sous format électronique. Alors, pour être une facture électronique, il faut qu'elle réponde à 5 critères, les 5 critères qui vous sont présentés sur le slide. Elle doit être conforme au modèle standard qui est prévu par la réforme, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Elle doit être transmise par une plateforme dédiée. Donc avant, on appelait ça plateforme dématérialisée partenaire, PDP. Maintenant, on appelle ça plutôt PA, plateforme agréée. Elle doit disposer d'un statut de la facture entre sa date d'émission par le fournisseur et sa date de paiement par le client, que l'on appelle cycle de vie de la facture électronique. Et alors j'ai vu qu'il y avait une question, mais on verra tout à l'heure. Elle doit également communiquer des données TVA à l'administration, permettant le contrôle et le pré-remplissage des déclarations. Et bien sûr, elle doit intégrer de nouvelles mentions obligatoires qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, une facture électronique, c'est bien 5 critères pour pouvoir la caractériser. Alors, comme je viens de dire, en fait, de nouvelles mentions obligatoires à appliquer sur les factures à compter du 1er septembre prochain. Alors, c'est quoi ces mentions obligatoires? C'est d'abord le numéro sirène du client. C'est l'adresse de livraison, si notamment elle est différente de l'adresse de facturation. C'est la nature de l'opération, c'est-à-dire est-ce que c'est une livraison de biens ou est-ce que c'est une prestation de service. Et c'est également l'option TVA sur les débits. Donc ça, c'est vraiment les mentions obligatoires qui doivent être appliquées à compter du 1er septembre 2026. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ce qu'est la facture électronique. Là, je vais laisser la parole à Charles qui va vous expliquer un petit peu, qui va vous expliquer de façon détaillée le cycle de vie de la facture et notamment ses 14 statuts de traitement. Merci Christelle. Donc effectivement, la facturation électronique, en réalité, ça va imposer l'arrivée de 2 nouveaux acteurs entre le fournisseur et l'acheteur.
C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer directement la facture par mail ou papier entre le fournisseur et l'acheteur. En réalité, il y a plusieurs étapes à suivre et donc à peu près 14 statuts de traitement à date. Et donc ces statuts, en fait, ça impose que chacun de ces 4 acteurs réalise des contrôles et réalise de la mise à jour de statut de chacune des factures. Donc chaque facture, en fait, devra passer par un certain nombre de statuts jusqu'au statut encaissé que l'on voit. Donc on propose en fait plusieurs types de statuts dans cette slide, des statuts sur fond rose qui sont les statuts obligatoirement proposés par les plateformes agréées, et les autres statuts qui sont des statuts en fait qui existent et qui ne seront pas forcément utilisés et mis à disposition par les plateformes agréées. Et enfin, on a mis les statuts recommandés en vert. Donc voilà un peu pour la lisibilité. Donc si je prends un exemple assez simple d'utilisation, enfin de fonctionnement de la réforme, dans le cadre, je rappelle, du invoicing, donc dans le cadre de relations entre deux assujettis à la TVA, on a donc un fournisseur qui va vendre un bien, un service, qui va donc créer une facture électronique qui correspond aux éléments présentés et expliqués juste avant par Christelle. Donc cette facture va être transmise à la plateforme agréée de ce fournisseur. Donc la plateforme agréée du fournisseur va vérifier que toutes les mentions obligatoires sont bien remplies, que sont bien complétées, que le format correspond bien à l'un des formats du socle de la réforme, l'un des 3 formats du socle. Cette plateforme agréée du fournisseur, une fois qu'elle a fait ses contrôles et qu'elle valide ses contrôles, elle va envoyer cette facture à la plateforme agréée de l'acheteur en se basant sur la base annuaire détenue par l'administration fiscale. Donc, cette base annuaire détenue par l'administration fiscale, c'est là, en fait, que vous devez vous enregistrer avant le 1er septembre 2026 pour recevoir vos factures électroniques, puisque si vous ne vous enregistrez pas dans cette plateforme, dans une des plateformes, et donc dans l'annuaire des entreprises détenues par l'administration fiscale, eh bien, votre fournisseur ne pourra pas trouver la plateforme agréée que vous avez choisie, et donc il ne pourra pas vous envoyer votre facture, ce qui risque de poser quelques soucis. Donc là, imaginons que vous soyez bien enregistré dans l'annuaire, votre fournisseur va donc vous envoyer la facture à votre plateforme agréée. La plateforme agréée va faire de nouveaux contrôles de conformité de la facture. Si les contrôles de conformité sont OK, ça passe effectivement la facture jusqu'à l'acheteur. En revanche, si les contrôles de conformité ne sont pas corrects, il va y avoir un rejet de la facture et la facture va être retransmise une nouvelle fois à la plateforme agréée du fournisseur pour correction. Imaginons qu'effectivement la facture soit acceptée, donc cette facture va être ensuite transmise à l'acheteur, et donc là l'acheteur il va avoir les mêmes possibilités qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la facture, il va pouvoir soit la refuser si effectivement la facture ne correspond pas à ce qu'il était convenu dans le bon de commande initial ou dans les relations et dans ce qui avait été convenu avec le fournisseur, ou il peut aussi bien sûr la prendre en charge cette facture, l'accepter, la mettre en litige, l'approuver totalement ou l'approuver partiellement. Et donc, en fait, on a tout un tas de statuts là, qui peuvent être mis en place. Imaginons que la facture soit approuvée par l'acheteur. Donc, l'acheteur, il va donc accepter cette facture. Il va suivre la date d'échéance de cette facture pour ensuite pousser le paiement à la date d'échéance. Et à la date d'échéance, donc, il va appliquer le statut paiement transmis. Et ce statut paiement transmis, ensuite, il va se transformer en statut encaissé pour le fournisseur lorsque le fournisseur recevra l'argent sur son compte. Donc concrètement, au niveau de l'exigibilité de la TVA, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est au moment où le fournisseur va générer le statut encaissé, que l'exigibilité de la TVA va se faire sur les prestations de services. Et en revanche, en ce qui concerne les livraisons de biens, c'est à partir du moment où la facture va être acceptée par la plateforme agréée du fournisseur que l'exigibilité de la TVA sur les biens va se matérialiser. Et donc, en fait, on vous a mis, comme je disais tout à l'heure, les statuts avec un contour vert qui sont des statuts recommandés et donc il est, à notre sens, nécessaire d'avoir dans le cadre de votre relation avec votre plateforme agréée. Je précise qu'effectivement, on en reviendra à la fin de la présentation, mais que les différents statuts optionnels et recommandés sont des choses en fait qui ne sont pas automatiquement mis en place par les plateformes agréées. Donc c'est l'un des moyens de les discriminer et de choisir la plateforme agréée qui est la plus adaptée à votre activité et système d'information. Et tout ce que je viens de vous décrire là, en réalité, se fait en quelques secondes. La facture, elle passe du fournisseur à l'acheteur en quelques secondes. La facture est également eurodatée, donc ce qui fait que ça va fluidifier très fortement les relations entre un fournisseur et un acheteur, et ça va aussi mettre fin l'eurodatage à certaines pratiques de certains fournisseurs qui avaient tendance à dire je vous ai déjà envoyé la facture il y a plusieurs semaines, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, ou alors un acheteur qui dit qu'il prétend ne jamais avoir reçu la facture, alors qu'en réalité on a l'eurodatage de la facture et une vraie transmission de la facture. Donc ça va assainir les relations aussi entre clients et fournisseurs. Donc ça, c'était pour la partie invoicing. Là, maintenant, on va être sur la partie e-reporting. Donc là, je rappelle, c'est pour toutes les relations entre un assujetti à la TVA et un non assujetti à la TVA. Donc c'est notamment entre une entreprise soumise et
un particulier ou une entreprise hors de France. Et donc, en fait, pour le e-reporting, contrairement au invoicing et tout le cycle de vie, nous, effectivement, en tant que particulier, on n'a pas besoin d'avoir toute une ligne de code. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une facture pour bénéficier éventuellement d'une garantie. Et donc là, de la même manière, l'entreprise, elle ne va pas générer une facture électronique qui va être transmise à la fois au client et aussi à l'administration fiscale. Elle va générer en fait ce qu'on appelle des données de paiement et des données de transaction qu'elle va envoyer à l'administration fiscale et elle va continuer à émettre une facture papier ou PDF ou comme on le fait actuellement à destination du client entreprise étrangère ou du client particulier. Et donc cette remontée d'informations qui va être à l'administration fiscale s'appelle un flux e-reporting. Et ce flux e-reporting, il peut se présenter de trois manières différentes, soit sous forme de ticket Z comme on le connaît actuellement, soit sous la forme d'une facture client au format structuré, soit sous la forme d'un état récapitulatif des transactions. Et là encore, ça fait partie des choses eh bien, qui peuvent être discriminantes dans le choix de votre plateforme agréée, puisque bien, il va falloir que votre plateforme agréée, en réalité, soit en capacité de récupérer ces données-là et de les transmettre à l'administration fiscale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme agréée a l'obligation, en réalité, eh bien, de transmettre les données à l'administration fiscale, mais elle n'a pas l'obligation de constituer ce fichier d'e-reporting. Donc, en réalité, ça fait partie aussi des choses, des choix discriminants dans votre plateforme agréée, de savoir si votre plateforme agréée est en capacité, en fonction de votre système d'information actuel, de générer ce fichier d'e-reporting. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Non, plus de questions, pas encore. Très bien. Renaud, je te passe la main. Ouais, je prends la main pour vous présenter l'écosystème, donc les différents acteurs de la facturation électronique. Ils sont trois principaux. On a le portail public de facturation. C'est l'administration fiscale qui concentre tous les flux qui sont transmis par les plateformes agréées. Et le deuxième rôle aussi de ces PPF, c'est aussi de mettre à disposition l'annuaire centralisé des assujettis, comme expliqué précédemment. Le deuxième acteur, c'est les plateformes agréées, ex-PDP. C'est les plateformes qui permettent d'échanger les factures. Elles sont immatriculées, auditées régulièrement par l'administration fiscale et elles ont aussi la possibilité de mettre à jour l'annuaire. L'annuaire centralisé qu'on voit sur la gauche de la slide, il est mis à jour quotidiennement par les plateformes agréées. Ces plateformes agréées offrent aussi des services complémentaires. Ces services complémentaires qui vont nous aider à choisir globalement les bonnes plateformes agréées adaptées à votre secteur, à votre activité. Le troisième acteur, ce sont les solutions compatibles. C'est des logiciels qui font le tampon entre vos outils actuels, par exemple, et les plateformes agréées qui ne sont pas immatriculées, qui n'ont pas été certifiées plateformes agréées. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'émettre des factures à l'administration fiscale. Par contre, ils peuvent faire le tampon entre votre système de facturation actuel qui n'est pas plateforme agréée et une plateforme agréée à laquelle vous aurez adhéré. Voilà. Vous leur donnez habilitation pour pouvoir faire cela. Maintenant, on va voir quels sont les liens entre ces différents acteurs. Donc vous êtes le fournisseur, vous envoyez une facture à votre plateforme agréée. Cette plateforme agréée, elle a deux rôles. Et le premier rôle, c'est d'interroger l'annuaire des entreprises auprès du concentrateur de données de l'administration fiscale. Donc instantanément, elle va recevoir l'information de l'acheteur pour pouvoir lui transmettre la facture. Et le deuxième rôle de la plateforme agréée, c'est de transmettre à l'administrateur fiscal toutes les informations de la facture, la TVA, savoir si on est sur de la prestation de service, savoir si on est de la livraison de biens. Et dans ce sens, l'administration fiscale aura toutes les informations sur l'exigibilité de la TVA. En matière de e-reporting, les données de facture ou les données de transaction sont aussi communiquées par les plateformes agréées à l'administration fiscale. Comme le disait Charles, elles peuvent être communiquées une fois par jour. Par exemple, si c'est des passages en caisse, on ne va pas déclarer chaque flux à l'administration fiscale, on va le déclarer soit une fois par jour ou à minima une fois tous les 10 jours. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux slides? On passe sur les leviers d'optimisation. Je voulais juste faire un petit point, Renaud, un petit complément Oui. quand même. Juste effectivement, les plateformes agréées, hein, donc elles peuvent proposer tout un tas de services, hein, notamment des solutions de paiement, des solutions de relance des clients, des solutions de paiement à l'échéance, par exemple, des solutions de prévisionnel, de tableau de bord totalement intégrés,
puisque effectivement, hein, comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où vous acceptez une facture de l'un de vos fournisseurs et que vos clients ont accepté votre facture, vous savez à quelle date vous allez devoir payer votre fournisseur et à quelle date vos clients devraient vous payer. Donc, ce qui vous permet d'avoir une prévisibilité de votre trésorerie relativement fine, ce qui vous permet potentiellement d'anticiper des impasses de trésorerie et de solliciter effectivement des solutions de financement par anticipation plutôt que d'attendre effectivement le dernier moment et d'être un peu en solution de faiblesse vis-à-vis de votre banque. Donc c'est aussi l'intérêt de la réforme, hein, c'est d'apporter plus de prévisibilité et ça, certaines plateformes peuvent vous l'offrir et d'autres non. Donc ça fait vraiment partie des choix principaux. Et après, vous avez d'autres services hein, comme l'archivage des factures ou la gestion de votre facturation directement dans la plateforme agréée qui également peut être mis en place. Exactement. Il y a deux façons de voir la facture électronique. Soit on la voit comme une contrainte ou quelque chose qui ne va pas nous apporter grand-chose, soit on la voit vraiment comme une opportunité pour s'améliorer, s'adapter et gagner en productivité. C'est la vision de l'État aussi. Il y a des intérêts stratégiques. Si on n'adhère pas et si on n'est pas prêt à cette facture électronique, on ne pourra pas facturer, donc ça mettra en péril vos activités si vous n'avez pas la possibilité de facturer. Le deuxième enjeu, c'est l'organisation. S'adapter, adapter son fonctionnement, son SI, son RH pour passer ce cap. On a la digitalisation qui va nous permettre de gagner en réactivité et en fluidité. Tous les services complémentaires qui évoquait Charles, offerts par les plateformes agréées, ne proposent pas des outils digitalisés, donc ça peut être un des critères différenciants. Et enfin, le pilotage et les aspects financiers seront offerts par la facturation électronique du fait qu'on connaisse tous les flux en temps réel de votre société. Alors juste offert, attention, effectivement, ça sera des frais potentiellement payants, hein, bien sûr. Hein. Oui. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de plateformes agréées aujourd'hui. Hein, il y en a 105 qui sont définitivement agréées là, depuis le 15 janvier 2026. Et donc, en réalité, effectivement, hein, ça fera partie des tarifications où vous avez plusieurs forfaits ou des services un petit peu à la carte. Et à chaque fois, bien sûr, c'est des services qui sont bien sûr payants. On est là pour vous accompagner dans le choix de ces plateformes agréées et savoir quels sont les services complémentaires qui sont propres à votre organisation. Est-ce que vous avez besoin de payer vos factures directement via la plateforme agréée? Est-ce que vous avez la nécessité d'avoir des reportings inclus dans ces outils de report, dans ces logiciels qui sont certifiés plateforme agréée, etc. Quelques exemples de leviers d'optimisation. La facturation électronique va simplifier la gestion de vos factures. Ça va réduire les erreurs de saisie manuelle qu'on pouvait voir auparavant. Ça nous permettra de connaître en temps réel les flux et l'activité pour un meilleur suivi et une meilleure optimisation. Demander un crédit si on a un besoin de financement très rapide, ou savoir quelles sont les périodes hautes ou basses de votre activité pour pouvoir s'adapter. Au niveau de la conformité fiscale, on aura moins de risques de déclaratifs, vu que les déclarations de TVA seront pré-remplies, par exemple. Et vous optimiserez vos processus internes. Merci Renaud. Du coup, maintenant, on va passer effectivement à la deuxième partie un peu plus pratique, et notamment la partie des cas d'usage de facturation. Pour faire simple, en fait, les cas d'usage de facturation, donc il y en a 42 et ça correspond à des spécificités de facturation, des cas un peu typiques. Donc, on va pas vous présenter les 42, mais on va vous en présenter déjà 3 qui sont ici présentés en jaune. Je vais juste revenir très rapidement sur quelques cas qui sont assez fréquemment rencontrés dans les entreprises. Le premier, bien sûr, c'est le cas des factures d'acompte et de la facture finale. Donc là, en fait, il y a un cas spécifique de facturation qui va reprendre ce modèle de facturation d'acompte et qui prévoit notamment que la facture de solde fasse référence aux factures d'acompte et que, effectivement, tout cela impose, en plus des mentions obligatoires que Christelle vous a présentées tout à l'heure, impose des mentions additionnelles qui sont également obligatoires. Et donc, en réalité, la facturation électronique et les cas d'usage vont générer des mentions obligatoires complémentaires qui, si elles ne sont pas présentes, eh bien, ne vont pas pouvoir être transmises et ne vont pas être acceptées par les plateformes agréées. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses et des choix dans le cadre de plateformes agréées, puisque les plateformes agréées n'ont pas l'obligation de traiter l'ensemble des cas d'usage. Et donc certaines plateformes agréées vont traiter certains cas d'usage, ou d'autres vont tous les traiter, mais elles vont pas potentiellement les traiter d'ailleurs toutes de la même manière et vont pas forcément toujours être en capacité d'aller chercher toutes les données. Donc ça fait partie des choses, encore une fois, qui vont être utiles dans le cadre du choix de votre plateforme agréée.
Ensuite, on a aussi le cas d'émission de factures payées. Donc là, ça va notamment être le cas lorsque vous faites des achats sur Internet et donc vous payez immédiatement la facture et que ensuite, par exemple, Amazon, Cdiscount ou tout autre prestataire vous envoie votre facture. A posteriori, eh bien, la plateforme de la marketplace va vous envoyer la facture déjà payée, puisqu'elle a déjà été payée par un salarié ou par un dirigeant, par exemple. On a aussi le cas de multi-commande, multi-livraison, donc qui se passe beaucoup, enfin que l'on retrouve souvent dans le bâtiment notamment, où en réalité, eh bien, on va aller chercher plusieurs fois chez un fournisseur dans un mois, plusieurs fois des marchandises, et on a une seule facture tous les mois qui va correspondre à un seul paiement. On a aussi le cas des factures payées par un tiers, donc là c'est le cas typique des sinistres d'assurance, puisque on va avoir un tiers assureur qui va donc prendre en charge une partie de la facture. On a donc effectivement aussi le cas des achats et des ventes sur la marketplace qui font l'objet de traitements bien spécifiques. Et on a également les factures des débours. Donc là, c'est notamment dans les opérations en lien avec les notaires, avocats ou même experts comptables de temps en temps. Donc, on va passer à quelques exemples un peu pratiques de ces cas d'usage. Donc, on a le cas d'usage de l'autofacturation qu'on retrouve assez fréquemment dans les domaines de la viticulture, mais également dans le domaine des coopératives. Donc, je rappelle quand même le principe de cette autofacturation, c'est que de base, il faut quand même l'existence d'un contrat et d'un mandat de facturation entre l'acheteur et le fournisseur. Et donc, c'est sur la base de ce mandat-là que l'acheteur va pouvoir créer une facture pour le compte du fournisseur. Et donc là, dans ce schéma-là, en fait, on a un schéma un petit peu inversé où la facture, au lieu qu'elle soit créée par le fournisseur, elle va être créée par l'acheteur. Et donc dans ce schéma, eh bien, l'acheteur, sur la base de ce mandat, il va créer une facture pour le nom et au compte du fournisseur. Le fournisseur, de son côté, il va donc recevoir la facture, il va avoir la possibilité soit de la valider, soit de la refuser. S'il valide cette facture, donc la facture va retomber du côté de l'acheteur qui, effectivement, eh bien, ensuite va mettre à jour les statuts de la facture, mais qui devrait l'accepter puisque c'est lui, effectivement, l'initiateur. À la date d'échéance, il va pouvoir émettre le paiement, il va envoyer les statuts relatifs à cette facture à la plateforme agréée du fournisseur, et le fournisseur, une fois qu'il a bien encaissé le paiement, il va envoyer et mettre à jour le statut encaissé, ce qui va entraîner l'exigibilité de la TVA si on est dans le cadre de prestations de services. Et si on est dans le cadre des biens, vous voyez, c'est à partir de la création de la facture par la plateforme agréée de l'acheteur que l'exigibilité de la TVA relative aux biens va être générée. Donc voilà pour ce premier cas d'usage qui est en réalité relativement simple, c'est juste que la création de la facture se fait au niveau de l'acheteur et non pas au niveau du fournisseur. Ensuite, on a un cas d'usage qu'on retrouve aussi fréquemment, c'est l'affacturage. Donc en réalité, l'affacturage, là, on a un autre tiers entre la plateforme agréée du fournisseur et de l'acheteur, qui est donc le factor. Donc là, ce cas d'usage-là suppose également la nécessité de l'existence d'un contrat de factoring entre le fournisseur et le factor. Donc là, c'est bien effectivement le fournisseur qui va créer sa facture avec la mention du factor. Donc je fais écho à ce que je disais tout à l'heure, il faudra dans la facture qu'il y ait la mention du factor et qui est une des mentions additionnelles à compléter. Donc le fournisseur, il va bien sûr émettre sa facture, l'envoyer à l'acheteur. Il va également envoyer ces informations au factor, qui va accepter ou non cette facture. L'acheteur, de son côté, il va donc recevoir la facture, il va mettre à jour les différents statuts et à la date d'échéance, envoyer le paiement. Mais au lieu d'envoyer le paiement au fournisseur, il va envoyer le paiement au factor, qui lui va recevoir le paiement, et c'est le factor qui va mettre à jour le statut encaissé de la facture. Sinon, pas de changement particulier, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et le dernier cas d'usage qu'on voulait vous présenter, c'est le cas des notes de frais, qui peut poser effectivement un certain nombre de questions et qu'on va essayer d'éclaircir ensemble. Donc pour les notes de frais, en réalité, il y a dans un cas d'usage, en réalité, il y a deux possibilités. La première, c'est de traiter la note de frais comme un flux e-invoicing, donc entre une relation entre un assujetti et un autre assujetti établi en France. Donc je vais prendre un exemple assez simple. Un collaborateur, par exemple, de PKF Arcelon, qui se rend dans un hôtel, et qui, le lendemain matin, il va à la réception pour payer sa note d'hôtel. Eh bien, l'hôtelier, lorsqu'il va l'accueillir, il va lui demander effectivement à qui est-ce qu'il doit faire une facture, et donc le collaborateur va dire, il faut faire une facture à PKF Arcelon, il va donner les informations pour que l'hôtelier puisse identifier l'entreprise PKF Arcelon, et il va générer une facture qui va être une facture en fait déjà payée, puisque le collaborateur sur place, il va immédiatement payer sa facture à la réception de l'hôtel. Et donc, cette facture qui va être créée par l'hôtelier va être envoyée à la plateforme agréée de PKF Arcelon dans mon exemple.
Et le collaborateur de son côté, il va également continuer à faire sa note de frais. La petite subtilité, c'est que en réalité, l'acheteur, il va matcher et rapprocher la note de frais réalisée par le collaborateur avec la facture créée, mais déjà payée dans le cadre de cette opération. Et donc, pour éviter effectivement qu'on comptabilise à la fois la facture déjà payée et à la fois la note de frais, donc on va faire ce match et ce rapprochement pour éviter cela. Et le collaborateur va être bien entendu remboursé de ses frais. Donc là, on est vraiment dans une opération relativement classique entre un assujetti et un autre assujetti, et on a tous les statuts qui vont se mettre à jour automatiquement et très simplement dès l'émission de la facture avec le statut déjà payé. Donc ça, c'est un cas du coup qui se retrouve assez fréquemment et qui est à mon avis à privilégier pour la simple et bonne raison que lorsque l'on fait ça et lorsque l'on émet une facture déjà payée, on fait bien une facture entre un fournisseur et un acheteur, ce qui permet également de récupérer la TVA au niveau de l'acheteur. Puisqu'effectivement, pour pouvoir récupérer la TVA, l'une des conditions, c'est que la facture soit adressée bien sûr au nom d'entreprise. Si ce n'est pas le cas, il y a une tolérance fiscale, mais potentiellement, ça peut poser quelques difficultés. Le deuxième cas possible dans le cas des notes de frais, c'est de traiter la note de frais non plus comme un flux invoicing, mais comme un flux e-reporting. C'est-à-dire que dans mon exemple précédent, si le collaborateur ne se présente pas comme étant un collaborateur de PKF Arcelon, eh bien, l'hôtelier, lui, il va faire une facture au nom de ce collaborateur et ne va pas faire de facture au nom de l'entreprise PKF Arcelon. Donc là, en réalité, le collaborateur va toujours payer immédiatement la facture. Mais là, effectivement, la société PKF Arcelon va constater en réalité en charge cette note de frais, va rembourser bien sûr le collaborateur, mais n'aura potentiellement pas la possibilité de récupérer la TVA puisque la facture n'est pas émise à son nom. La deuxième chose quand même pour essayer de pallier ce manque de TVA, c'est que dans notre exemple, l'acheteur peut tout à fait contacter l'hôtelier pour émettre également ici une facture déjà payée par un tiers. Mais là, du coup, ça nécessite effectivement de reprendre contact avec l'hôtelier, et ce qui, dans le cadre d'un nombre de commerciaux relativement important, peut engendrer quelques problèmes, mais ça permet de pallier le fait la problématique TVA. Je voulais juste rappeler une petite chose quand même relative notamment aux hôteliers et aux restaurateurs. La réforme prévoit que pour toutes les transactions faites avec des personnes physiques et qui ne dépassent pas 150 €, l'hôtelier ou le restaurateur n'est pas dans l'obligation de demander à son client s'il s'agit d'une prestation faite pour un particulier, donc un flux B2C, ou un flux avec une entreprise, un flux B2B. Et donc, si on est sur une transaction inférieure à ce montant-là, on sera de base normalement dans un flux reporting, sauf à ce que effectivement la personne se manifeste comme étant représentant d'une entreprise. Et en revanche, si on dépasse ces 150 €, normalement, l'hôtelier ou le restaurateur a l'obligation de demander s'il doit faire une facture électronique, s'il doit faire un flux e-reporting. Il y a d'autres cas spécifiques comme les péages. Les tickets de péage en fait seront reconnus comme des factures en tant que telles, mais ne transiteront pas forcément, en tout cas c'est ce qui est prévu à date, par les plateformes agréées. Par conséquent, il va donc falloir les comptabiliser un peu comme des notes de frais aujourd'hui, récupérer la TVA aussi comme on le fait, et potentiellement corriger sur les déclarations de TVA le montant de la TVA déductible de cette TVA sur les péages. Autre point un petit peu particulier, mais qui peut être assez compliqué à gérer, c'est notamment les parkings, puisque du coup les automates de parking devront normalement se soumettre à l'obligation de la facturation électronique, et donc potentiellement ça veut dire que lorsque l'on va rentrer dans un parking, il va falloir dire si on est une entreprise ou un particulier, et donc potentiellement il va falloir renseigner les informations de son entreprise pour générer un flux e-invoicing, voilà, notamment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On a sur ces quelques quelques cas questions. d'usage. Oui, On a quelques questions, Charles. bien sûr. Comment cela se passe pour un paiement d'une formation par un OPCO? Alors, paiement pour la formation par un OPCO. Donc là, en fait, ça va être un cas d'usage spécifique, alors que je ne vais pas présenter ici, mais en réalité, on va avoir donc une facture entre deux personnes et un tiers potentiellement payeur. Donc là, en réalité, il va falloir que sur la facture, on ait la désignation de ce tiers payeur pour que effectivement la facture puisse être payée par le tiers payeur et qu'effectivement tous les flux et tous les statuts puissent se mettre à jour correctement. Et en réalité, pour gérer ce cas-là, il faut gérer le cas d'usage spécifique qui est le cas d'usage tiers payeur. Ensuite, je vois qu'effectivement, alors effectivement, chaque collaborateur devra fournir le SIRET à l'hôtelier. Alors c'est plus d'ailleurs le SIREN ou effectivement peut-être le code d'adressage.
Alors là, on peut imaginer que d'ici là, en réalité, eh bien, chaque commercial ou chaque représentant de la société puisse effectivement avoir peut-être un QR code qui puisse synthétiser toutes ces données-là pour qu'on puisse retrouver toutes les informations. Mais oui, normalement, en réalité, c'est comme cela que ça devrait fonctionner. En ce qui concerne les notes de restaurant, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose hein, pour les salariés qui se déplacent, puisqu'on va continuer en fait à faire des notes de frais ou à utiliser un logiciel de notes de frais. La seule différence, c'est que même si le restaurateur ou l'hôtelier, il fait une facture déjà émise et déjà payée à la société qui emploie le salarié qui a été déjeuné ou qui a été à l'hôtel, eh bien, on va pas, pour ne pas avoir deux fois la comptabilisation de la charge, à la fois dans le cadre de la note de frais, à la fois dans le cadre de la facture déjà payée, on va tout simplement faire un rapprochement grâce au logiciel de facturation entre la facture et la note de frais du salarié pour payer la note de frais et rembourser le salarié d'une part et comptabiliser la charge d'autre part. Mais ça, en fait, on va continuer à faire des notes de restaurant en réalité, hein, ça ne va pas changer, c'est juste que ça sera dans un process automatisé et que ça va se rapprocher. Et donc la petite subtilité, c'est que dans la facture, dans la création de la facture déjà payée, pour rapprocher facilement la facture avec la note de frais du collaborateur, c'est qu'il sera à l'usage plus simple, et bien d'indiquer le matricule du collaborateur dans la facture déjà payée pour qu'effectivement l'entreprise acheteuse puisse rapprocher rapidement les notes de frais avec les factures reçues des fournisseurs. Donc ça va demander effectivement un petit peu de rigueur, un petit peu d'organisation et aussi potentiellement de définir une règle. C'est-à-dire que est-ce que vous préconisez le fait que le collaborateur ne s'identifie pas auprès du fournisseur ou est-ce que vous préconisez le fait que le collaborateur désigne l'entreprise comme enfin auprès du restaurateur ou de l'hôtelier. Ça, effectivement, ça peut être des règles de gestion pour n'avoir à traiter qu'un seul et même cas, puisque sinon on se retrouve à traiter deux cas dans un et ça peut être assez compliqué. Donc ça fait partie des règles de gestion qui sont à établir d'ici le 1er septembre 2026 et qui peuvent engendrer effectivement quelques difficultés. On a des questions qui se rejoignent sur les notes de restaurant. Parce Alors, je pense que j'y ai que, répondu, Claire, mais il y a ouais, effectivement je pense peut-être aussi, mais vu la que ça dernière. revient. Mais effectivement, la note suite au déjeuner en restaurant ne sont pas au nom de l'entreprise. Donc là, effectivement, on est dans le cas numéro 2, donc un cas d'usage, le cas d'usage, mais avec l'application du e-reporting. Donc concrètement, qu'est-ce que va faire le restaurateur? Il va émettre un flux e-reporting, donc il va envoyer les données de transaction et de paiement directement à l'administration fiscale, et il va émettre une facture papier ou en PDF ou par mail qu'il va donner au collaborateur. Le collaborateur, il va lui faire sa note de frais et il va renvoyer sa note de frais à l'entreprise et l'entreprise, elle va comptabiliser cette note de frais comme une charge en réalité, comme vous le faites actuellement. Donc, si en fait on s'arrête là, pas de difficulté, on va comptabiliser la note de frais en charge et on va rembourser le collaborateur. Si par contre l'entreprise, elle demande également pour pouvoir récupérer la TVA, la facture d'origine, comme étant déjà payée, eh bien on ne va pas comptabiliser une nouvelle fois cette facture puisqu'on a déjà comptabilisé la note de frais. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la TVA correspondant à cette facture d'une part et qu'on va rapprocher en réalité cette facture avec la note de frais, mais on ne va pas recomptabiliser une facture. Hein. Voilà dans la pratique. Alors j'espère que je suis assez clair sur le sujet, mais il ne faut pas forcément vous paniquer là-dessus. Ce qu'il faut quand même, c'est vraiment par contre créer une règle de gestion qui soit la même pour tout le monde pour que vous ayez le moins de difficultés et le moins de spécificités à gérer au quotidien. Il y en avait une autre un peu Oui, au-dessus de questions. Pour le cas de l'autofacturation, est-ce que l'émetteur de la facture devra payer 2 fois le flux via les plateformes, une fois en la transmettant au fournisseur et une deuxième fois en la recevant pour la payer? ah non, en fait, le cas de l'autofacturation, en fait, ça reprend le cas de facturation qui est relativement simple entre un fournisseur et un acheteur. La seule différence, c'est que la création de la facture, en réalité, se fait par le client. Mais en réalité, il n'y a toujours qu'un seul flux de paiement, il n'y a toujours qu'un seul paiement qui arrive à la date d'échéance, et c'est bien sûr le client qui a préparé la facture qui, lui, va générer ce flux de paiement. Mais il y a aucun changement par rapport au schéma classique, en réalité. Alors, je vois effectivement la question sur la partie carte entreprise. Sur la partie carte entreprise, euh, en réalité, eh bien, ça veut donc dire que si vous avez une carte entreprise, eh bien que potentiellement, vous avez aussi la possibilité. Donc ça, enfin là, il faudra faire, pardon, excusez-moi, il faudra faire, parce que je suis en train de lire les questions en même temps, il faudra faire quand vous avez une carte entreprise, en réalité, définir une règle de gestion. Et donc là, c'est pareil, c'est à voir effectivement, bien si vous
dans le cas de votre règle de gestion, vous imposez à vos salariés eh bien, de s'identifier directement auprès de l'hôtelier pour faciliter éventuellement le rapprochement, ou si vous leur demandez de ne pas le faire, et après, du coup, bah, vous gérerez les rapprochements entre les paiements qui passent en banque et les factures et les notes de frais de chaque collaborateur. Ça, c'est à vous de déterminer une note de gestion, mais il ne faut pas se focaliser, en fait, et il ne faut pas on va dire, se créer des problèmes là où il n'y en a pas forcément sur ces sujets-là, en fait. Ces sujets-là, ils seront traités directement entre la plateforme agréée dans votre système de gestion des notes de frais, qui peuvent potentiellement d'ailleurs être le même. C'est tout à fait possible que les plateformes agréées d'ailleurs proposent, et certaines plateformes agréées proposent la gestion de notes de frais, donc ce qui va faciliter d'ailleurs le traitement de ces éléments-là. Mais il ne faut pas se faire de nos cerveaux spécifiques là-dessus, hein. Ce que vous traitez actuellement, en réalité, vous allez pouvoir traiter à peu près de la même manière dans le cadre de la facturation électronique. La seule chose, c'est que ça sera en réalité dématérialisé. Il faudra rapprocher sur la plateforme agréée et sur votre système de gestion de notes de frais ces éléments. Il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus, hein. C'est juste que nous, on vous met en alerte et on vous met en avant ces points-là pour déterminer une règle de gestion un peu spécifique et uniforme pour éviter effectivement d'avoir à gérer des choses trop différentes. Mais voilà, faut pas non plus trop se mettre la rate à courbouillon sur ce sujet-là, hein. Ça va se gérer de manière relativement simple sur votre plateforme. Mais il faut l'anticiper et gérer des cas et définir, on va dire, le cadre dans votre entreprise. Alors, quand vous dites récupérer la facture déjà payée pour la rapprocher, ce n'est pas clair. En réalité, dans mon exemple, le collaborateur, il paye sa facture à la réception de son hôtel, il paye la facture, qu'elle soit émise à son nom à lui ou qu'elle soit émise au nom de l'entreprise qui l'emploie. L'hôtelier, il va donc, lui, potentiellement émettre une facture au nom de l'entreprise acheteuse. C'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur agit comme un tiers comme un tiers payeur, mais en réalité, on a bien un flux entre un fournisseur et un acheteur. Je vous propose, là, sur ces parties-là, parce que là, on est en train de perdre pas mal de temps là-dessus, je ne voudrais pas qu'on perde trop de temps, je voudrais qu'on avance. Sur ces sujets-là, si vous avez encore des difficultés, je vous propose de poser les questions et on prendra contact directement avec vous pour y répondre. Parce que là, sinon, on va y passer beaucoup de temps. Alors, on vient de vous présenter, hein, comme vous l'avez vu, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, des choses plutôt plus ou moins complexes, plus ou moins connues de vous, plus ou moins préparées, hein, dans chacune de vos structures. On voit bien que tout le monde n'est pas forcément au même niveau de préparation. Donc, l'objectif maintenant, hein, c'est de vous accompagner ou de voir comment on peut vous accompagner, hein, dans la mise en place de cette réforme, en fonction de votre degré d'avancement sur le sujet. Charles, si tu peux juste passer la slide. Voilà. Donc, comme on vous l'a dit, hein, se mettre en conformité, hein, ce n'est pas juste, comme vous l'avez compris, choisir une plateforme agréée, hein, mais c'est vraiment travailler en amont sur les données. La première chose, hein, c'est la mise à jour de votre base client. Pourquoi? Ben, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, plusieurs fois, on a évoqué le sujet de l'annuaire, hein, pour savoir quelle plateforme agréée le client a choisi. Et la clé dans l'annuaire, ben, c'est le sirène. Donc, il faut au moins avoir une base de données propre avec tous les sirènes ou sirettes des entreprises. Il faut également s'assurer, bien sûr, que toutes les mentions obligatoires sont bien présentes dans la facture, hein, sinon elles seront systématiquement rejetées. Donc les mentions obligatoires, c'est quoi? C'est le sirène du client, c'est l'adresse de livraison, c'est la nature de l'opération, c'est l'option pour la TVA sur les débits. C'est vraiment important que toutes ces mentions obligatoires soient sur vos factures à partir du 1er septembre prochain. Il faut aussi s'assurer qu'on est en capacité de créer des formats de facture, hein, avec les 3 formats qu'on vous a présentés tout à l'heure, hein, C2I, UBL ou FactureX. Et ensuite, comme vous l'a expliqué Charles, ce qui donne beaucoup de questions, en fait, c'est les 42 cas d'usage avec les cycles de vie différents qui va être vraiment nécessaire de répertorier dans chacune de vos structures. Parce que, en fait, toutes les plateformes agréées ne vont pas gérer tous les cas d'usage. Donc, évidemment, pour envoyer votre cahier des charges à la plateforme, il va falloir sélectionner celles qui ont vos cas d'usage. Donc, déjà, surtout, connaître les cas d'usage utilisés dans chacune de vos structures, présents dans chacune de vos structures. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, vous pourrez être bloqué sur un certain nombre d'échanges. Et puis, enfin, le dernier point, c'est être capable de créer le e-reporting tous les 10 jours, hein, si vous êtes dans ce cas de e-reporting. Donc ça, c'est vraiment les prérequis. Je ne sais pas, Charles, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais bon, voilà, c'est vraiment les prérequis à notre avis.
Non, effectivement, le seul point sur le e-reporting, c'est qu'effectivement, la plateforme agréée a l'obligation de transmettre le fichier d'e-reporting à l'administration fiscale, mais n'a pas l'obligation de le constituer, hein. Donc ça fait vraiment partie des choses aussi à voir et à anticiper, c'est-à-dire notamment si vous avez des flux B2B international ou B2C, bien valider qu'effectivement, qui est-ce qui va générer ce flux d'e-reporting en réalité? Est-ce que c'est votre logiciel de caisse ou est-ce que c'est votre PA qui se connecte à votre logiciel de caisse pour aller récupérer les informations? Ça fait partie des choses qui sont à valider et à anticiper avant la mise en place de la réforme. Alors, donc nous, en ce qui concerne notre accompagnement, déjà, on a essayé de segmenter un petit peu notre typologie de clientèle, hein. On a tout d'abord donc les clients, on va dire, d'une petite taille, hein, que l'on peut accompagner sur un format plutôt standardisé. Alors, on a plusieurs professions qu'on a identifiées, hein. On a les professions libérales, les sociétés civiles, les holdings de petite taille, les loueurs en meublé et les associations notamment. Donc, en fait, dans ces cas-là, on peut proposer un accompagnement spécifique, hein, qui se décompose en 3 parties. Comme vous pouvez le voir. La première, c'est le choix de la plateforme agréée, avec évidemment votre accord. Le choix qui doit se faire entre aujourd'hui et le 1er septembre prochain à minima, hein, pour que vous puissiez récupérer les factures électroniques sur la plateforme. Il faut que cette plateforme soit conforme à vos obligations et qu'elle soit également cohérente avec votre organisation et avec la répartition des tâches entre vous et nous, puisque souvent, voilà, pour ce type de client, on travaille beaucoup, on échange beaucoup entre le client et l'expert comptable, donc il va falloir aussi voir l'organisation et la répartition entre nous. Autre point, on gérera également l'inscription de votre entreprise dans l'annuaire des entreprises. Et puis l'idée, c'est également de pouvoir vous présenter l'outil, hein, pour voir un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne et comment tout cela s'articule. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut proposer pour les dossiers, je dis bien de petite taille et des activités relativement, je ne sais pas si on peut appeler ça facile, mais les activités relativement, oui, faciles à suivre, qui sont uniquement concernées par la réception. Oui, Donc parce voilà. qu'effectivement, ouais, tu as raison, Claire, Non, parce vas-y. qu'effectivement, même sur ces petites sociétés, même sur ces petites sociétés, en réalité, il va falloir à chaque fois, hein, pouvoir aller se connecter sur la plateforme pour aller gérer tous ces statuts, hein, qu'on vous a présentés tout à l'heure, tous les statuts du cycle de vie. Donc, du coup, il va falloir les créer, hein, et les gérer, ces statuts. Donc, notamment pour les factures, il va falloir les accepter, vos factures fournisseurs. Et il va falloir aussi bien les payer aussi à la date d'échéance. Et donc ça, en fait, tout cela, ça va se faire directement dans la plateforme agréée. Et donc, du coup, même pour en tant que profession libérale, société civile, holding, loueur meublé, association, même si vous êtes concerné, et bien qu'à la marge, hein, sur ces éléments-là, va quand même falloir, même si vous n'êtes pas concerné dans l'émission de facture électronique, va quand même falloir effectivement que vous puissiez eh bien, gérer ces statuts, donc vous connecter sur la plateforme, sur votre plateforme agréée, et donc accepter vos factures au fur et à mesure. Et ça, c'est relativement important. Donc si vous êtes concerné, hein, par ces petites entités, hein, vous pouvez bien sûr solliciter le collaborateur qui vous suit aujourd'hui au sein du cabinet ou toute autre personne de l'équipe pour échanger, hein. On sera là pour échanger avec vous et voir comment on peut avancer. Donc là, c'est vraiment pour les petites entités. Dans les cadres de sociétés un petit peu plus structurées, hein, là, clairement, on va être obligé de passer sur 3 phases que Charles va vous présenter maintenant de façon un peu Exactement. plus détaillée. Et donc, du coup, en fait, ces 3 phases, donc elles sont ces 3 phases en fait qui peuvent être séparées, hein, à chaque fois et qui peuvent être sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc, nous, en fait, on fait beaucoup de missions du diagnostic. Après, la détermination de vision cible aussi un petit peu, mais l'implémentation, pas forcément trop. Donc, si je les détaille, le diagnostic flash, en fait, c'est quoi? C'est de faire le point, en fait, sur toute la cartographie de vos flux. C'est-à-dire comment se découpe mon flux achat, comment se découpe mon flux vente. L'idée, c'est de voir comment est-ce que la facturation électronique va venir s'insérer dans mon système d'information actuel. Et en plus, ça permet, au-delà de la facturation électronique, aussi de se poser un petit peu sur tous ces process et voir si on n'a pas des choses que l'on peut eh bien, améliorer, digitaliser. Je pense notamment à tout ce qui est potentiellement archivage des factures, qui n'est pas toujours, qui est souvent un sujet pas forcément très bien appréhendé et qui peut générer de la gestion pas forcément très optimale. Aussi, on va faire le point sur le référentiel client et fournisseur, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, parce qu'effectivement, si on n'a pas les bonnes références de nos clients, on ne va pas pouvoir envoyer correctement notre facture à la bonne personne. De même, sur les fournisseurs, l'intérêt d'avoir une base de données fournisseur propre, c'est qu'on va pouvoir quand même bien s'assurer que la facture qui vient de mon fournisseur est bien correcte et notamment qu'il n'y ait pas de fraude horrible, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un qui aurait usurpé l'identité de votre fournisseur et qui est délibérément changé de RIB.
eh bien, tout de suite, si vous avez une base de données avec un RIB, avec un RIB historique et que là, sur les dernières factures, vous avez des RIB qui changent, tout de suite, eh bien, vous pouvez avoir une alerte sur votre plateforme agréée pour vous dire attention, votre fournisseur a changé de RIB. Pensez peut-être à le contacter pour vérifier. Donc ça peut être des petits points d'alerte comme cela qui peuvent être mis en place. Et donc ça fait partie de la cartographie et du diagnostic flash. Ensuite, on va aussi analyser les différents cas d'usage de la réforme. Donc bien sûr, savoir est-ce que vous êtes concerné ou non, et ensuite comment les traiter. Parce que ça, c'est effectivement important. Je parlais de notes de frais tout à l'heure qui posait beaucoup, qui entraînait beaucoup de questions. Donc là, effectivement, la partie notes de frais, c'est extrêmement important de pouvoir bien anticiper avant et de définir le cadre pour savoir comment le traiter. Et je fais d'ailleurs écho à une des questions qui était posée ensuite. Hein. Faut vraiment déterminer en fait comment est-ce que vous gérez aujourd'hui et comment est-ce que vous souhaitez le gérer plus tard. Et c'est une fois que vous avez fait ça que vous allez pouvoir solliciter effectivement des plateformes agréées pour voir comment est-ce que tout cela va fonctionner. Et après, dans le diagnostic, on va aussi faire le point sur les mentions obligatoires de base, mais également les mentions obligatoires issues des cas d'usage qui vous concernent. Une fois qu'on a fait le diagnostic, en fait, ça va permettre de créer un espèce de cahier des charges. Et une fois qu'on a fait ce cahier des charges, on va pouvoir, sur la base des critères déterminants et sur la base de vos besoins organisationnels, fonctionnels et techniques, choisir votre plateforme agréée, ou en tout cas faire une shortlist de plateformes agréées qui va pouvoir s'intégrer directement dans votre système d'information. Alors bien sûr, on va vous inviter, surtout compte tenu du délai maintenant, eh bien, à vous rapprocher d'abord des outils qui sont déjà présents dans votre système d'information, voir s'ils ne font pas déjà partie de votre organisation. Et après, il faudra également s'assurer que votre plateforme agréée que vous avez choisie ou dans la shortlist que vous avez établie, bien vérifier que tout cela correspond et vient s'intégrer correctement dans votre organisation. Et donc l'idée, une fois que vous êtes arrivé à la fin de cette étape-là, c'est bien de valider votre cahier des charges, de valider votre vision cible de manière très claire, de savoir que pour traiter tel cas d'usage, je veux tel process et tel process, pour qu'ensuite, la troisième phase, qui est l'implémentation du modèle retenu, puisse se faire le plus simplement possible. Puisqu'il y a un point très important ici, c'est que là, les éditeurs sont clairement déjà en surchauffe. Hein. Ils ont fait le maximum pour être validés par l'administration fiscale fin d'année dernière. Et là, maintenant, ils essaient de déployer au maximum leurs offres et leur plateforme. Donc, si vous n'êtes pas prêt de votre côté et si vous n'êtes pas clair sur votre organisation cible, potentiellement, ça risque de poser quelques soucis dans le cadre des développements que vous aurez à faire pour passer à la facturation électronique. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment y aller le plus rapidement possible et faire le diagnostic le plus rapidement possible pour avancer sur ce sujet et vous organiser, vous mettre en ordre de marche voilà, extrêmement vite. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup. Ouais, oui. Alors on parle beaucoup de cartographie, hein, comme vous l'avez entendu, hein, Charles en a reparlé tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que la première étape, c'est quoi? C'est de cartographier ses flux. Hein. Alors ça veut dire quoi? C'est identifier dans ses achats, dans sa facturation, dans sa gestion des stocks, dans ses flux de trésorerie, comment est-ce qu'on est organisé? Comment est-ce que cela fonctionne? Donc le slide qui est présenté présente un petit schéma assez basique pour que vous puissiez identifier sur vos flux, achats, facturation, quels sont les contrôles à faire et comment est-ce que la facturation électronique peut apporter un plus à cette organisation. Alors, vous voyez, dans le schéma qu'on vous présente, on a mis en pointillé toutes les opérations qui sont manuelles, pas totalement automatisées. Donc là, on voit qu'on n'a aucune flèche pleine. Donc ça veut dire qu'à date, en fait, dans cet exemple-là, tout n'est pas automatisé et que clairement, il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de la réforme. Donc on a vraiment un vrai levier d'optimisation de cette organisation. Bon, c'est peut-être un exemple un peu caricatural, mais en tout cas, il illustre quand même bon nombre en fait, de nos clients qui, pour récupérer leur facture d'achat, ils récupèrent leur facture d'achat par mail ou en papier et donc vont les ressaisir. Donc ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'entreprises encore. Donc ensuite, pour la partie facturation, hein, c'est la même chose. On peut avoir plusieurs typologies de logiciels de facturation. Ça peut être un logiciel de facturation maison, on va dire. Ça peut être un logiciel plutôt métier. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, on n'est pas sûr que cet outil se connecte automatiquement à votre logiciel de comptabilité. Donc il va falloir voir comment est-ce qu'on peut faire pour mapper les deux, pour que les deux puissent s'entendre, on va dire, le plus facilement possible. Donc pareil pour votre logiciel de caisse, comment est-ce qu'il va s'intégrer ensuite, est-ce que c'est une facture sur Excel, sur Word, manuel? Là, clairement, ça va poser des difficultés, puisque là, la facturation électronique, elle va vous imposer de passer à des flux dématérialisés.
pour optimiser la connexion donc, entre votre logiciel comptable et votre plateforme. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, avec beaucoup de saisies manuelles encore, ben, la réforme, en fait, va vous permettre de passer le cap de la dématérialisation et vraiment de gagner en efficacité. Bon, vous allez sans doute perdre un peu de temps au début, mais vous allez ensuite en gagner probablement beaucoup. Alors, les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est surtout se renseigner sur l'évolution de vos outils actuels. Je crois que tu es allé trop vite, Charles. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de voilà, vous renseigner sur l'évolution de vos outils. Est-ce que mon logiciel comptable, est-ce que mon logiciel de facturation propose une solution de plateforme agréée ou pas? Est-ce que les deux vont se connecter, etc., etc. Donc, c'est vraiment une vraie question à se poser, comment les logiciels vont pouvoir se connecter. Donc là, je vais laisser la parole à Renaud, qui va vous parler justement du choix de la plateforme agréée en fonction de chaque outil. Ouais, le choix, il émane de tout ce que vous avez dit, Christelle et Charles, c'est-à-dire que ces 3 diapos qui vont clôturer le webinaire vont synthétiser en fait le choix de l'APA et vous accompagner dans ce passage de cap avec les prérequis, donc faire l'inventaire des flux détaillé par Christelle, vraiment appliqué à votre activité. Quels sont les cas d'usage applicables à votre entité, à votre activité présentée par Charles? Voilà, chaque société peut avoir des cas d'usage différents, donc choisir l'APA qui offre la possibilité de les traiter. Il est bien aussi de recenser les outils que vous avez aujourd'hui, vos process de facturation, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les transforme, etc. Voilà, faire le tri sur ce que vous voulez garder ou pas. Et identifier les besoins fonctionnels d'aujourd'hui et surtout de demain. Avec les éditeurs de logiciels qui sont certifiés plateforme agréée vont proposer pas mal de services complémentaires, comme on l'a vu, et comme j'ai vu dans le chat aussi, où on peut avoir des services complémentaires qui intègrent par exemple les notes de frais, avec une gestion des notes de frais, une gestion des paiements fournisseurs, une gestion de circuits de validation, de facturation, etc. Donc voilà, faut bien faire attention à tous ces points-là pour choisir sa plateforme agréée qui vous permettra de répondre à la fois à l'obligation de la facture électronique, mais à la gestion de votre société. Quelques bonnes pratiques: se renseigner sur l'évolution des outils, voilà. Vérifier l'interopérabilité, je vais y arriver. C'est-à-dire que la connexion possible entre vos outils d'aujourd'hui et les outils futurs. Vérifier que la plateforme agréée que vous avez respecte bien les normes, nécessairement. S'informer sur les conditions tarifaires et les conditions d'engagement de l'éditeur auquel vous allez adhérer. C'est important, il ne faut pas se focaliser non plus là-dessus. Frédéric nous a dit en début de conférence que l'intérêt de la facture électronique, c'est de faire gagner du temps, notamment aux sociétés, qu'on estime un temps de 1 à 10 entre le traitement papier et le traitement informatique d'une facture. Donc, si le coût que vous payez aujourd'hui pour adhérer à la plateforme agréée est tangible et peut-être douloureux sur ces premiers mois, normalement, le gain en termes d'organisation et de productivité se fera ressentir sur court, moyen terme, à 3 mois, 6 mois, 9 mois, ce qu'on voit généralement sur nos clients qui ont déjà adhéré à ce type d'outils. S'enquérir ensuite de la qualité de l'accompagnement de la plateforme. Voilà. Est-ce que les gens sont disponibles, répondent bien, post-migration, comment ça se passe, voilà, avoir les bons retours qui vont bien pour choisir sa plateforme agréée. PKF Arcelon vous accompagne sur la slide suivante avec 2 partenaires. Il y en a plein d'autres. On n'est pas lié capitalistiquement avec ces partenaires. Donc aujourd'hui, c'est nos partenaires Cegid Business qui est le partenaire historique de PKF Arcelon et le partenaire Pennyline avec qui on s'est rapproché il y a 2-3 ans. C'est des solutions qui sont des logiciels comptables. Donc dessus, on fait la comptabilité. On a plein de services additionnels. On peut faire de la facturation. Le logiciel Pennyline offre un module note de frais qui est assez puissant aussi. Donc chacun d'eux ont leurs atouts, leurs inconvénients et peuvent être adaptés à une grande partie de notre public. Voilà, je vous invite à vous rapprocher de vos collaborateurs pour savoir si l'un des deux pourrait vous convenir. Voilà, on n'est pas forcément lié à ces logiciels-là. Il y en a qui ont été développés, je pense à des plateformes agréées un peu type pharmacie, qui sont assez spécifiques, et à Rennes, quelques plateformes agréées très très spécifiques pharmacie sont déployées également, donc on n'est pas lié à ces deux-là, mais c'est les 2 principaux que nous on déploie aujourd'hui auprès de nos clients.
Oui, effectivement. Merci Renaud. Alors juste peut-être effectivement pour CJDP9, là, ils vont proposer à peu près les mêmes services, hein, nos solutions de paiement, des solutions de gestion de frais, des solutions de facturation bien entendu, des solutions de tableau de bord, hein, ces deux outils-là. Voilà, donc effectivement, pourquoi est-ce qu'on a pris ces outils-là? Parce que c'est avant tout des logiciels comptables, effectivement, comme l'a dit Renaud, mais également des logiciels plateforme agréés qui gèrent en plus tout un tas de services et qui évitent du coup d'avoir à se connecter entre plusieurs outils, puisqu'en fait tout est nativement intégré en fait dans chacun de ces outils-là. Donc on n'a pas besoin en fait de mettre des connecteurs en place. Puisque d'ailleurs en plus c'est que ce soit Cegid qui a développé ses propres outils de caisse, eh bien, va pouvoir se connecter directement dedans pour pouvoir après gérer le e-reporting. Et Penny9, lui, de son côté, a la capacité de se connecter normalement avec quasiment tous les logiciels de caisse qui sont présents sur le marché et qui sont normés et autorisés sur le marché. Donc bien sûr, on va passer peut-être aux questions, je pense, Renaud, si Ouais, d'un petit Ouais. ajout sur l'accompagnement de PKF Epsilon qui est certifié Calliope depuis quelques années. Donc c'est-à-dire que pour la formation de vos équipes, vous pouvez faire appel à nous sur ces nouveaux outils et une partie de notre facturation pourra être prise en charge par vos OPCO. Si vous souhaitez qu'on vous assiste dans la formation de vos équipes à cette transition et au choix de ces nouveaux outils et à l'adaptation. Voilà, faut pas hésiter à en faire part à chacun de vos conseillers pour pouvoir déployer sur mesure l'outil qui vous correspond. Oui, on peut également aussi vous proposer des démonstrations, hein. Enfin, je pense de Pennyline, je pense que vous en entendez beaucoup parler dans la presse, hein. Ils sont très présents et donc du coup, même si vous tapez sur YouTube ou enfin sur Internet, vous pouvez avoir des simulations et des modèles et des modèles de présentation assez simples, hein, qui peuvent être assez intéressants et peuvent aussi être assez intuitifs, notamment sur le sujet notes de frais pour y revenir, mais vous avez aussi des petites démos comme ça qui peuvent vous montrer un peu comment est-ce que ça va fonctionner et qui peuvent vous rassurer aussi notamment sur la gestion et le traitement de ce point-là. Donc bien sûr, on va essayer de traiter des questions, Claire. J'ai essayé d'en traiter quelques-unes au fur et à mesure en passant les slides, mais Ouais, j'en il y en ai a sûrement raté deux. beaucoup. T'en as raté deux, enfin qui étaient un peu au-dessus. Oui. Lorsqu'on n'est pas assujetti mais que l'on facture des entreprises soumises à l'obligation de facturation électronique, leur process est structuré pour envoyer et recevoir en e-invoicing. Par contre, pensez-vous que nous passerons chez eux en hors process e-invoicing et donc ça pourrait générer des retards de paiement? Alors, en fait, oui, vous allez potentiellement vous allez potentiellement effectivement être hors process e-reporting. Alors ça, malheureusement, je peux pas vous répondre avec certitude sur ce sujet-là, parce que ça va dépendre bien sûr des entreprises. Mais de toute façon, ce décalage-là, on va l'avoir entre septembre 26 et septembre 27, puisqu'on va avoir l'obligation de facturation, notamment des PME et des TPE, ne sera qu'à partir de septembre 27. Donc en réalité, ça va créer aussi un décalage pour toutes les entreprises de manière générale qui ne vont pas rentrer dans la réforme en facturation au 1er septembre 26 et qui du coup vont continuer à émettre du papier ou du PDF ou des mails pour leur facturation. Et donc ça peut effectivement causer des problèmes, notamment quand vous facturez des grands groupes. Et ça peut potentiellement vous mettre en difficulté dans le cadre de vos relations commerciales. Mais ça, malheureusement, c'est du cas par cas et je peux pas donner forcément spécifiquement mon avis. Ce qui est sûr, c'est que je peux avoir vu dans certains cas, même si c'est normalement pas autorisé, hein, des clients qui imposent à leurs fournisseurs de passer en facturation électronique dès le 1er septembre 26 pour fluidifier les process. Mais bon, normalement, c'est pas possible de le faire, mais bon. euh, les conditions économiques étant ce qu'elles sont, voilà, c'est le client quand même qui peut potentiellement avoir la main. Et donc, on peut effectivement de temps en temps avoir des clients qui imposent à leurs fournisseurs de passer à la facturation électronique. Autre question, peut-on avoir deux PA, un pour les clients, un pour les fournisseurs? Bien sûr, oui, oui. Vous pouvez avoir plusieurs PA, vous pouvez avoir plusieurs PA à la sortie. Ça, c'est pas du tout impossible. Vous pouvez même avoir du coup des PA qui sont spécifiques en fait en fonction de votre facturation. Il y a un point qu'on n'a pas forcément spécifié aussi au tout départ, mais lorsque dans votre PA en fait, dans votre plateforme agréée entrante, donc pour vos factures fournisseurs, vous avez la possibilité de mettre plusieurs codes d'adressage. Je m'explique, en fait, dans l'annuaire des entreprises, vous êtes obligé de vous identifier et de désigner une plateforme agréée. Mais lorsque vous désignez votre plateforme agréée, vous avez la possibilité de ensuite déclarer plusieurs adresses de réception qui peuvent correspondre soit à des SIRET si vous avez plusieurs établissements, ou soit même d'ailleurs à un code de service
qui peut être par exemple justement le service des notes de frais, le service des achats, le service de la production, le service financier. Et donc là, vous pouvez aussi segmenter comme ça toutes vos réceptions pour que ça arrive directement aux personnes qui ont la capacité de gérer. Donc ça reste principalement au grand groupe, mais aussi potentiellement des fois dans des structures, dans des structures qui peuvent avoir plusieurs établissements. Si on choisit une PA autre que son logiciel comptable, style CJ de BP, comment savoir si elle pourra fonctionner avec son logiciel? J'ai l'impression d'avoir le choix sans vraiment le choix, car la mise en place technique, notamment par l'utilisation du nodé, me semble floue. Alors en fait, le plus simple, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une solution toute qui gère en fait l'ensemble de votre process de facturation électronique, de vos notes de frais, de votre facturation. Après, c'est pas effectivement une obligation que tout soit lié à votre logiciel comptable, mais c'est quand même beaucoup plus simple pour éviter d'avoir à gérer à la fois vos factures sur la plateforme agréée et à la fois sur votre logiciel comptable. L'idée, c'est que une fois que vous avez validé votre facture sur la plateforme agréée, elle retombe ensuite dans votre compta et que potentiellement ça vous propose un préenregistrement. Alors que si vous avez effectivement deux outils différents, va falloir travailler à l'interopérabilité entre ces deux outils, sachant que je pense que ça va pas vous étonner, mais bien sûr, chaque solution veut vendre le package complet, et donc ils sont pas forcément trop enclins à chaque fois à se connecter les uns avec les autres, puisqu'ils veulent en fait que leurs clients choisissent leur solution complète. Je sais pas si ça répond complètement à la question. Ça me semble bien. Et dernière question, à moins que j'en ai raté dans la liste, quel est le coût du diagnostic par PKF Arcelon et celui de son accompagnement? Alors ça, le coût du diagnostic, en fait, ça va vraiment dépendre de vous et aussi de votre connaissance en fait de vos process internes et de l'aide dont vous avez besoin. Si en réalité vous êtes relativement clair sur vos processus, sur les différents cas d'usage, que vous êtes un petit peu renseigné, alors je vais pas pouvoir vous donner comme ça des fourchettes, mais ça va vraiment être du cas par cas. Et ça va vraiment dépendre en réalité de votre autonomie sur la réforme et sur votre bonne connaissance des process. Et aussi sur votre réactivité. Parce que nous, ce qu'on peut voir dans les diagnostics que l'on fait, c'est que on a des clients qui sont relativement autonomes et donc en réalité, on va leur mettre à disposition un outil que nous, on a pu créer et qui du coup va leur permettre de suivre un petit peu la réforme et de voir s'ils sont concernés par tel ou tel cas d'usage et ensuite se tourner vers des plateformes agréées pour dire voilà où est-ce que je veux aller. Ou on a d'autres clients bien qui effectivement se laissent un petit peu porter. Et donc là, pour ces clients-là, on a forcément beaucoup plus de temps à passer forcément plus on a de temps à passer, plus notre prestation aura un coût important. Donc c'est vraiment ça en fait qui est la clé. Euh, voilà, je ne vais pas forcément me prononcer sur les tarifs, mais ça c'est à voir effectivement avec vos associés, enfin avec les personnes de PKF Arcelon qui vous suivent. Oui, et la personne qui posait la question sur le choix sans avoir vraiment le choix rajoute, en gros, si son logiciel est PA, vaut mieux le choisir comme PA, car sinon, c'est seulement si son logiciel de facturation ou comptable n'est pas PA qu'il faut vraiment se questionner sur le choix de la PA. En effet. Je n'ai pas d'autres alors questions. après, effectivement, vous parliez de CJ de BP, donc CJ de BP sera totalement intégré, je crois tout à l'heure, c'était ça le sujet. Donc Oui. oui, là, effectivement, il n'y a pas de difficulté, mais par contre, effectivement, si vous avez une solution de facturation avec Pennyline, mais qu'après vous avez la compta sur CJ, potentiellement, oui, ça peut effectivement poser des problèmes. Après, les grosses difficultés aussi qu'on peut avoir, c'est notamment les personnes qui ont des logiciels de caisse non certifiés. Donc là, clairement, un warning, faites vraiment très attention, puisque je rappelle que les certifications des logiciels de caisse, c'est depuis 2018 et que en réalité, vous aurez du mal à connecter une plateforme agréée, un logiciel de caisse qui n'est pas agréé. Donc ça, faites vraiment attention à cela. C'est vraiment un vrai point qu'il faut bien valider aussi dès maintenant, alors qui n'est pas directement lié à la facturation électronique, mais qui va vous poser de gros problèmes si vous ne faites pas les démarches nécessaires. Les solutions comme Zindoc, Alors, je ne connais pas Zindoc, mais non plus. je ne connais pas Zindoc. Non plus d'utilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, les plateformes agréées vont vous proposer tout un tas de services. Donc, c'est à vous, effectivement, de faire un petit peu votre introspection, de voir, de bien connaître vos process, de bien voir là où vous voulez aller. Et une fois que vous avez bien défini votre cahier des charges et que vous avez déterminé votre vision cible, après, vous pouvez aller vers votre PA. Mais bien sûr, la solution de facilité, je ne dis pas que ça sera dans 100% des cas le plus simple, c'est de faire appel, effectivement, à l'un des prestataires que vous utilisez potentiellement déjà.
Voilà. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que les solutions Cegid et Pennyline vont fonctionner et seront opérationnelles en septembre 26. D'ailleurs, Pennyline est déjà opérationnelle depuis plusieurs mois. Cegid, ils ont acheté la solution Shine il y a quelques temps, donc ils sont encore en cours de développement sur pas mal de sujets, mais ils seront prêts. Donc nous, effectivement, on met à disposition des partenaires, mais après, au-delà de ça, effectivement, et vous avez aujourd'hui, je crois, 105 plateformes qui sont définitivement agréées. Donc ça laisse effectivement un petit peu de choix dans la gestion, avec certaines plateformes qui sont dédiées à telle ou telle activité, comme on disait tout à l'heure, notamment pour les pharmacies. Une PA gratuite peut-elle suffire pour une micro-entreprise? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, qu'une PA gratuite peut tout à fait suffire, hein, même pas que pour une micro-entreprise, hein. On peut aussi parler de SCI, de LMNP, même d'auto-entrepreneurs, hein. Effectivement, vu qu'on est en tant que entrepreneur pas dans l'obligation de tenir une comptabilité, eh bien, on peut directement gérer tous les flux depuis une plateforme, et sans avoir besoin de gérer un logiciel de compta. Donc en réalité, c'est tout à fait possible, oui. Oui, oui. Alors après, attention, hein, des PA gratuites, en réalité, il y en a assez peu. Euh, donc, il faut vraiment faire attention. Et en réalité, des fois, elles sont gratuites. Effectivement, la plateforme agréée est gratuite, mais vous avez des services derrière de gestion qui sont complémentaires et qui ne sont pas visibles à la date d'engagement. Donc ça, faites aussi bien attention aux conditions particulières. Je pense notamment à une néobanque, hein, qui se fait pointer du doigt depuis plusieurs mois, puisqu'en réalité, lorsque vous souscrivez un compte chez eux, ils vous font signer dans les petites lignes un mandat pour choisir la plateforme agréée. Et donc, en fait, quand vous ouvrez un compte bancaire chez eux, automatiquement, ils choisissent leur plateforme agréée. Donc, je ne donnerai pas son nom, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui ont pu faire cette mauvaise expérience. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être qu'on passe culture, je crois qu'on avait un petit... ou qu'on passe peut-être au questionnaire. Effectivement, oui, j'aurais dû l'afficher. Effectivement, tu as raison, merci. Hop. Vous avez donc dans le QR code qu'on vous présente la possibilité de le scanner. Vous avez un petit questionnaire de satisfaction et vous recevrez le support à l'issue de ce questionnaire, bien entendu. Alors, je laisse encore quelques minutes pour quelques questions, si besoin. Alors, n'hésitez pas à redire, hein, si on en a oublié quelques-unes, à les recoller. C'est possible. Il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Je vous propose de clôturer le... Ah, si, en voilà une. Le sujet des notes de frais me questionne beaucoup. Où trouver plus de docs à ce sujet? Eh bien, en fait, alors je ne sais pas quel est, tout simplement, en fait, on peut, je pense que peut-être le plus simple, c'est de vous rapprocher, alors, soit de nous, soit de votre logiciel comptable ou de facturation actuelle, voir déjà ce qu'il propose. Mais nous, du coup, on peut potentiellement aussi vous faire peut-être une démo. Donc, je pense que ça serait plus simple, parce qu'effectivement, c'est pas forcément toujours évident de faire du général lorsqu'on a chacun des cas un petit peu spécifiques. Donc, je pense que l'idée, c'est peut-être potentiellement de vous faire une petite démo sur le sujet, si vous le souhaitez, notamment avec potentiellement Pennyline. Voilà, ça sera à mon avis plus simple, puisque sinon, effectivement, après, vous pouvez trouver aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, des tutos ou des choses qui sont accessibles de manière relativement simple, hein, sur Internet, qui vous décrivent un petit peu comment le process va fonctionner. Merci beaucoup pour la remarque gentille qui s'affiche. Ouais. Je fais confiance à PKF Arcelone pour ma compta. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre attention. Vous allez donc, comme on le disait, récupérer vous allez recevoir le replay, le lien pour le replay et le support, je pense, dans la journée. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels si vous avez d'autres questions ou si vous voulez, comme disait Charles, des démos ou des éclaircissements sur le sujet de la facturation électronique. Merci beaucoup, je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci Au à revoir. vous.